Commencer donc bonjour, je suis maître Simone Galina, donc je suis avocat spécialisé dans les nouvelles technologies et alors je ne vais pas vous faire un topo sur tout ce qu'est le RGPD parce que 20 minutes ne suffiraient pas. Je vais déjà commencer. Alors déjà quelques chiffres. Après l'entrée en vigueur en fait du RGPD, donc 8 mois après. Puisque certains, j'imagine, se posent la question de savoir si réellement il y a eu plus de plaintes qu'avant, si la CNIL a bougé, est-ce qu'il y a eu des sanctions, est-ce qu'il y a eu des contrôles, etc. Donc la réponse est bien entendu oui. Donc premièrement, c'est des chiffres assez récents, d'octobre-novembre 2018. Donc là, c'est à peu près, ils ont reçu depuis donc, le fin mai à peu près 1200 notifications de violations de données. Donc par violation, c'est vol, c'est suppression, perte, etc. Donc on voit que majoritairement, donc c'est le piratage, donc ça, c'est pas une grande nouveauté. Ce qu'on voit aussi surtout, c'est qu'il y a aussi il y a quand même pas mal de fautes humaines, on va dire, par négligence ou parce qu'au niveau de l'organisation interne, il y a encore des problèmes, puisqu'on voit qu'on l'a envoyé au mauvais destinataire, ou alors on les a publiés par erreur. Etc. Donc, il y a eu quand même ces chiffres. Du côté de la CNIL, donc, il y a 6000 plaintes en tout reçues, ce qui représente une augmentation de 65% de plaintes de particuliers. Donc on voit quand même que les particuliers, même s'ils ne comprennent pas forcément ce qu'est le RGPD, ils comprennent en tout cas qu'ils ont plus de droits et qu'ils peuvent un peu plus embêter les GAFA bien entendu, mais toute autre société. Les DPO, donc 15 000 ont été désignés, alors qu'avant l'entrée en vigueur du RGPD, les CIL, qui sont plus ou moins, on va dire, l'équivalent des nouveaux DPO, il n'y en avait que 5 000. Donc on voit quand même que, outre les sociétés, etc., qui sont dans l'obligation de désigner des DPO, certaines ont compris l'intérêt de le faire et du coup l'ont fait. Sachant qu'il y a encore des retardataires, notamment dans les collectivités, qui ont l'obligation de désigner des DPO. Des plaintes collectives, puisque désormais ce sont les associations sur le consommateur, etc., qui peuvent déposer des plaintes collectives. Il y en a eu 3, a priori pour le moment. Les notifications, donc ça je vous l'ai dit. Du côté des entreprises aussi, alors on voit que c'est différent. Alors là, c'est une étude qui a été menée uniquement sur comment réagissaient les entreprises par rapport à l'exercice des droits des personnes concernées. C'est-à-dire, je veux avoir accès à mes données, qu'est-ce que vous avez sur moi, est-ce que vous pouvez me les communiquer, etc. On se rend compte que la plupart des sociétés n'ont pas fait encore de mail, de contact destiné uniquement donc aux données personnelles. Alors, sachant qu'il ne faut pas s'amuser non plus à faire des adresses de mail avec marqué DPO, et le nom de votre société, etc., si vous n'avez pas de DPO. Je vous le dis parce que j'ai des clients qui l'ont fait, donc il a fallu que je leur dise qu'il ne fallait pas le faire. Donc il y avait 1% de personnes, de sociétés, qui ont une adresse. Alors, je suis désolée, je me fais vieille, je vais prendre mes lunettes. Excusez-moi, parce que là, même en gros, j'ai un petit peu de mal. Je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, ça sera mieux. C'est quand même mieux. Sur les 16%, donc il y en a qui n'ont pas de mail fonctionnel. Et on va voir que même les sociétés qui ont un mail soi-disant dédié aux données personnelles, et derrière, il n'y a pas forcément grand-chose, puisque 22% ne sont pas joignables. Et 77% ne sont pas joignables et 22% sont joignables. Et sur ces 22%, il n'y en a que 17 qui répondent positivement. Et sur les réponses positives, donc ça je ne l'ai pas mis, en fait il y en a qui vous demandent de remplir des formulaires supplémentaires, qui vous posent des questions, qui vous imposent aussi de fournir la copie de votre carte d'identité, ce qui est interdit. Ce qui est interdit si vous avez les moyens de vérifier vous-même l'identité. Si vous avez un doute, vous pouvez le demander, mais ce n'est pas l'obligation. Bref, on voit que c'est compliqué. Et alors, si ce sont des étrangers qui demandent d'avoir accès à leurs données, alors là, voilà, le stéréotype du français moyen qui ne parle pas une langue étrangère, il est pleinement illustré, c'est-à-dire que les sociétés ne répondent pas. Alors rapidement sur les grands principes du RGPD. Premièrement, limitation du traitement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en fait, il faut traiter les données uniquement au regard de votre activité, de ce que vous allez faire. Ne vous amusez pas
à vouloir dire bah, tiens, je vais traiter telle et telle donnée pour faire potentiellement ça, si vous ne vous en servez pas, si vous n'avez aucun intérêt à le faire. Le principe, et par la suite il était illustré ici, c'est celui de la minimisation des données. Alors ce n'est pas réellement une nouveauté, on lui a donné un nouveau nom, mais avant ça existait déjà, c'est ce qu'on appelait le principe de proportionnalité. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de certaines données. À titre d'exemple, j'ai une cliente qui m'a dit, voilà, moi je veux pour l'anniversaire de mes clients envoyer un mail, etc. Normal. Et donc elle me dit, bah, je demande la date de naissance. Je lui ai dit, mais est-ce que vous avez besoin d'avoir l'année? Vous avez juste besoin d'avoir le jour et le mois pour avoir son anniversaire. Bah oui, effectivement. Donc, ne demandez pas l'année de naissance. Vice-versa, si vous voulez faire des statistiques par rapport à l'année de naissance, demandez juste l'année. C'est ça, en fait, le principe de minimisation de données. C'est ne pas solliciter X données alors qu'en fait, vous ne les traitez pas. Puisque plus vous avez un volume de données, plus le risque est important, notamment en cas de violation, de faille de sécurité. Autre principe, licéité, loyauté et transparence. C'est-à-dire que le traitement que vous devez faire, forcément, il doit être licite, c'est-à-dire répondre à la loi, collecter les données quand vous avez le droit de les collecter, loyal, c'est-à-dire pas dans votre dos, et donc vous aussi en tant que professionnel. Donc c'est là où on va le voir, bien entendu, c'est là où il y a le plus gros problème. Et la transparence, c'est-à-dire de donner une information qui soit claire et simple. On n'est pas là pour faire de la prose, il faut vraiment utiliser des mots simples, et donc notamment dans vos métiers, ne pas utiliser votre vocabulaire, qui pour vous qui fait partie des mots courants, mais pour les clients, les utilisateurs finaux, ils ne le comprennent pas. Et ça, la CNIL, je vous le montrerai après, la CNIL n'aime pas ça et sanctionne pour ça, en disant que ce n'est pas compréhensible pour l'utilisateur final, le lambda. Exactitude, donc il faut mettre à jour les données. Donc, selon ce que vous faites, selon vos produits, selon vos outils que vous utilisez, que vous développez, il faut prévoir, en fait, dès le départ, une possibilité de mettre à jour ces données. Donc, soit par l'utilisateur final, typiquement, quand on va sur un site internet et qu'on a notre compte, on a la possibilité de modifier nos données, pas de problème. Et vous, de votre côté aussi, c'est de dire, quand un client vous dit, par exemple, j'ai changé mon siège social, j'ai le numéro de téléphone, c'est un autre, etc., c'est de le mettre à jour dans vos bases de données. Or, aujourd'hui, on le voit, surtout quand on a des sociétés avec des filiales ou plusieurs agences, une agence le fait, l'information ne remonte pas, et du coup, les données ne sont pas mises à jour, et ça, c'est encore une violation du RGPD. Ça existait déjà, hein. Limitation de la conservation, vous avez dû en entendre parler, c'est la durée de conservation des données, ce qui est, et je le comprends bien, le plus compliqué. C'est de se dire, voilà, j'ai des données, combien de temps je dois les conserver ou combien de temps je peux les conserver au regard de la loi. Sachant que dans la plupart des cas, la loi ne vous dit pas pour tel type de données, tel type de finalité, c'est tant d'années, etc. Pour certains, oui, ça on le sait, on en parlera tout à l'heure. Pour certains cookies, on a des durées qui sont données. Donc en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est à quoi me servent ces données, pour quelle finalité, pendant combien de temps je les traite. Et à partir de ce moment-là, déjà, vous avez une certaine durée. Et combien de temps je dois les garder encore, au cas où on veut mettre en jeu ma responsabilité, par exemple. Et la CNIL, en fait, ne vous impose pas de délai. Vous faites ce que vous voulez. Sauf que s'il y a un contrôle, il faudra que vous puissiez justifier à la CNIL pourquoi vous les conservez autant de temps. Donc, le fait de dire « je conserve les données ad vitam aeternam parce que de toute manière, on ne sait jamais », non, ça c'est fini. C'était déjà fini avant, mais là, encore plus. Vous devez respecter cette obligation. La sécurité, c'est un principe qui existait déjà. Une obligation de sécurité d'un point de vue technique, donc informatique, etc., avec des règles de base. Souvent, moi, chez les clients, c'est des règles de base qui ne sont pas mises en place. Les mots de passe, typiquement. Dans une grande société, le DSI me disait moi je ne suis pas informé tout de suite quand on licencie quelqu'un, donc je l'apprends 1 mois ou 2 mois après. Donc, ce qui veut dire que pendant 1 mois ou 2 mois, cette personne qui est licenciée a encore ses codes, a encore accès à distance à certaines informations, peut par exemple piquer fichier client, etc. Ça, c'est une violation du RGPD. Physiquement aussi, des bureaux qui ferment à clé, c'est vraiment des bases en fait, hein. Et organisationnel, c'est-à-dire voir au sein de la société qui a accès aux données et pourquoi. C'est pas normal, par exemple, que tout le monde, par exemple, puisse avoir accès à certaines données alors que ça ne rentre pas dans le cadre de ses fonctions. Ou le au cas où, on ne sait jamais. Ça, c'est pas possible. Maintenant, il faut vraiment regarder, faire une cartographie, dire voilà, quelles sont les données que l'on a et qui doit y avoir accès en raison de ses fonctions.
Le droit des personnes, bon, ça vous le connaissiez déjà, normalement, vous avez certaines mentions en dessous des formulaires. Il y a un peu plus de droits. Donc le droit d'accès, vous le connaissez, de rectification, d'opposition, et ça on va en parler parce qu'il est vraiment d'actualité. De limitation, tout simplement, de brèves explications, c'est quand une personne va vous demander un droit d'accès, et va vous dire, attendez, vous avez telle donnée, je ne suis pas d'accord, vous ne devez pas les utiliser. Pendant ce temps-là, en fait, de vérification, vous limitez en fait, le traitement de ces données. Donc soit vous ne les utilisez plus, ou soit vous limitez en fait, le traitement, et après, selon les réponses que vous apportez, vous les supprimez, vous continuez à les utiliser, etc. Droit d'effacement. Alors, ce n'est pas un droit absolu. Vos clients, que ce soit vos clients professionnels ou des clients consommateurs que vous ayez, s'ils demandent à effacer leurs données, ce n'est pas un droit absolu. Si vous êtes obligé de les conserver parce que vous les traitez, parce que la loi vous impose de les conserver, parce que votre responsabilité peut encore être mise en jeu au niveau légal et qu'il faut bien que vous ayez la preuve de ce que vous avez fait, etc., vous les conservez et vous ne les effacez pas et vous leur donnez simplement une réponse explicative sur ce point. Portabilité, vous l'avez vu. Alors, ça dépend des activités que vous avez. C'est le fait de dire, vous avez des données personnelles, je veux soit que vous me les transmettiez sur un support quand même informatique ou papier, peu importe. On est quand même dans l'informatique, mais bon, on peut encore avoir des surprises. Ou soit vous le transmettez à un autre prestataire directement, et vous ne pouvez pas vous y opposer. Et ce fameux principe d'accountability, c'est que vous êtes responsable. C'est-à-dire qu'avant, la technique, c'était on déclare à la CNIL. Puis une fois qu'on avait fait notre petite déclaration, parce qu'on va se leurrer, c'était ça, notre petite déclaration, on disait c'est bon, on est tranquille, la CNIL ne viendra pas nous voir. Il n'y a plus de déclaration, sauf dans certains cas, mais oubliez les déclarations. Maintenant, c'est vous êtes responsable. Donc si vous avez un contrôle, c'est à vous de démontrer à la CNIL que vous respectez les règles, notamment via le registre de traitement, etc., et que vous avez mis en œuvre les moyens pour ce faire. Sachant que, juste sur ce point-là, aujourd'hui, la CNIL fait déjà des contrôles, mais il est vrai que si vous démontrez que vous avez commencé à faire certaines choses pour vous mettre en conformité, forcément, elle va être plus à même de vous laisser des délais et ne pas vous sanctionner sur le fait. Sachez qu'elle est en train d'embaucher énormément, et que d'ici, on va dire à peu près 1 an, 2 ans, a priori, là, le nombre de contrôles va énormément augmenter. Et ça touche bien entendu tout le monde. Alors, sous-traitant, pourquoi j'ai fait un focus sur le sous-traitant? Parce que de par vos activités, vous allez être un sous-traitant de données personnelles. C'est-à-dire que je me suis placée dans le cas où vous avez un client qui va vous demander de travailler pour son compte. Et peut-être que dans le cadre de cette prestation que vous allez faire, quelle qu'elle soit, vous allez être amené à traiter des données personnelles pour le compte de votre client. Concernant, je ne sais pas moi, les cookies, les adresses, les analyser, etc. Le rendre des rapports, etc. Donc vous êtes un sous-traitant de données personnelles. Je dis bien normalement. Quelle est la différence? Quand on est un responsable de traitement, c'est nous qui décidons quels sont les buts que je poursuis. Donc pourquoi je veux collecter des données personnelles, donc ça va être l'exécution de mon contrat, envoyer des newsletters, la facturation, faire de la publicité ciblée, faire du profilage, enfin voilà, vous avez plein de finalités possibles. Et les moyens essentiels, c'est-à-dire quelles sont les données qu'il me faut, combien de temps je vais les garder, quelle est la catégorie de personnes concernées. Là, je suis un responsable de traitement si c'est moi qui prends ces décisions-là. Si je les prends avec quelqu'un d'autre, et donc ça peut être vous aussi, selon le cas, donc ça il faut le voir dans les faits, vous allez devenir responsable conjoint de traitement. Parce qu'avec cette personne-là, personne physique ou personne morale, pardon, vous allez déterminer des buts, vous allez déterminer les catégories de données, etc., etc. Et le dernier stade, donc le sous-traitant, c'est donc des opérations réalisées pour le compte d'un responsable de traitement. Vous n'avez pas réellement d'autonomie. Quand je parle de l'absence d'autonomie, c'est une absence d'autonomie au niveau du choix des données à collecter et au niveau des catégories de personnes concernées. Bien entendu que vous avez un choix au niveau de la manière de le faire et des outils peut-être que vous allez utiliser. Encore heureux. Et donc là, même si vous choisissez donc des moyens non essentiels, donc c'est par exemple les outils que vous allez utiliser, typiquement quand on a un SEO et que par exemple on va dire je vous conseille d'ouvrir un compte Google Analytics, etc. Là, vous ne devenez pas responsable de traitement. C'est un outil que vous choisissez et après vous voyez ça donc avec le client. Donc en tant que sous-traitant, que vous êtes a priori,
Vous avez des obligations, donc la tenue d'un registre, vous avez dû en entendre parler, le registre de traitement. Vous avez à tenir un registre de traitement en tant que responsable de traitement, donc c'est les données que vous collectez pour votre propre activité, donc vos contrats que vous concluez avec vos clients, vos facturations, les newsletters que vous envoyez à vos clients, donc là vous êtes responsable de traitement, mais vous êtes aussi un sous-traitant, et donc vous devez avoir un registre à ce titre-là. Dans ce registre, il faut dire, tout simplement, ça paraît simple mais ça ne l'est pas forcément, quels sont les types de clients que vous avez, quelles sont les données que vous collectez pour eux, etc., le contrat, la durée, conservation, etc., etc. La nouveauté, c'est que vous pouvez être sanctionné par la CNIL. Avant, la CNIL ne s'intéressait qu'aux responsables de traitement. Même si c'était le sous-traitant qui était fautif, la CNIL ne s'adressait qu'aux responsables de traitement et lui, après, se retournait contre le sous-traitant. Aujourd'hui, la CNIL peut s'adresser directement au sous-traitant et sanctionner directement le sous-traitant. Elle peut sanctionner même les deux, ou même que le responsable de traitement il se retourne après contre le sous-traitant. Ça, c'est une des grandes nouveautés. La deuxième grande nouveauté, c'est la mise en cause de votre responsabilité par les personnes concernées, par les données personnelles. Donc aujourd'hui, elles peuvent vous assigner par le biais d'une action collective, comme je vous l'ai dit, ou à titre personnel aussi. Donc vous assignez pour le préjudice moral qu'ils auraient subi, le préjudice qui porte atteinte à leur image, etc., selon les données qui ont été traitées, le préjudice qu'elles ont subi, une violation des données qui ont été rendues publiques alors qu'elles ne le devaient pas, etc., etc. Donc sachez-le, c'est une grande nouveauté. Avant, le sous-traitant, on lui disait, il faut que tu assures la sécurité, la confidentialité des données, puis après, voilà, on se cachait derrière le responsable de traitement. Maintenant, c'est fini. C'est vraiment les deux. Vous avez aussi une obligation d'information vis-à-vis de votre client, donc le responsable de traitement. C'est-à-dire que si vous donne une instruction de faire quelque chose en fait, avec des données personnelles qui est une violation du RGPD, vous devez lui dire. Alors, il n'y a pas longtemps, un responsable de la CNIL a fait une présentation. Alors, on verra dans les faits. La position de la CNIL, a priori, c'était de dire votre responsable de traitement vous donne une instruction qui est une violation du RGPD, vous l'en informez en disant attention, c'est une violation du RGPD. Votre client vous dit c'est pas grave, je veux quand même que vous fassiez ça. La CNIL disait le sous-traitant, sa responsabilité ne sera pas engagée. Je demande à voir après ce que dit un tribunal quand même, parce que vous êtes un professionnel normalement. Et c'est pas parce que votre client vous dit c'est pas grave, c'est une violation, faites-le quand même, que normalement ça doit vous mettre à l'abri. Donc on verra au fur et à mesure des décisions. Il faut que vous prouviez que vous êtes en conformité avec le RGPD. D'accord ? Donc si on vous le demande, et on vous le demande, moi j'ai des clients qui sont contre des gros notamment, et les gros demandent effectivement où est-ce qu'ils en sont. Alors sachez que celui qui vous écrit « je suis en conformité RGPD », il faut s'en méfier. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, je pense qu'il n'y en a aucun d'ailleurs, qui peuvent vraiment dire qu'ils sont en conformité RGPD. En tout cas, il n'y a pas de label encore ou de certification de conformité RGPD. Donc ça, il faut s'en méfier. Et vous, ne l'écrivez jamais. Vous pouvez dire j'ai fait des diligences en ce sens, je suis assisté d'eux pour mettre en conformité, etc., etc. Mais n'écrivez pas je suis en conformité RGPD. Parce que alors là, la première vérification qui démontre que vous n'êtes pas en conformité, votre responsabilité, elle est totale. Et vous devez assister aussi votre client en cas de PIA, c'est ce qu'on appelle une analyse d'impact sur la vie privée. Ça va surtout concerner notamment tout ce qui est maintenant régie publicitaire, fournisseur de publicité, parce qu'il y a une délibération qui date d'octobre 2018, qui dit à partir du moment où on utilise des données croisées de différentes sources pour faire du profilage, eh bien, il faut faire une analyse d'impact. On a encadré un peu plus les relations entre le responsable de traitement et le sous-traitant, donc il faut que vous ayez un contrat. Donc, et il ne faut pas... Alors, là, je place, vous êtes un sous-traitant, mais vous avez sans doute vous-même des sous-traitants. Et il ne faut pas avoir peur de demander à vos sous-traitants ces avenants propres au RGPD. Parce que c'est aussi de votre responsabilité. Donc, je vais pas, voilà, vous avez la liste, je ne vais pas toute vous la lire, mais en gros, il faut qu'il y ait toutes les informations sur le type de traitement que vous allez faire, quelles sont les catégories de données, les durées de conservation. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous les supprimez ou est-ce que vous les rendez à votre client réversibilité et vous les supprimez bien entendu, vous ne gardez pas de copie. Voilà, tout ça doit être indiqué. Sachez que, vous l'avez peut-être déjà vu, qu'il y a des grandes sociétés qui vont vous imposer un nombre assez impressionnant d'obligations. Ils vont se dédouaner de leurs responsabilités dans le cadre de contrats. Je comprends très bien que vous n'ayez pas forcément la possibilité de négocier ça. Moi, je l'ai vu pour des clients. Il y en a un même qui a laissé tomber.
alors même que ce client devait être un client pilote très très important. Il a dit mais là c'est pas possible, je peux pas accepter ça. Ou carrément on lui demandait, donc cette grosse société lui disait bah, rédigez-moi carrément. En fait si vous voulez, mon client faisait une intelligence artificielle, profilage pour certaines choses sur internet. Je dirais pas parce qu'ils sont pas beaucoup, donc voilà. Et lui disait bah, rédigez-moi les informations qui doivent être prévues dans le bandeau de cookies, dans la politique de confidentialité. Ça, c'est pas le boulot du sous-traitant. Qui lui donne les informations nécessaires pour que le responsable de traitement, son client, écrive ce qu'il faut écrire pour avoir le consentement, être informé, etc. Ça, d'accord, mais c'est pas au sous-traitant de rédiger. Donc ça déjà, il avait accepté de le faire. Et après, il y avait d'autres clauses, je ne vais pas revenir sur ça dans la totalité, mais qui étaient des clauses léonines tout simplement, et qui de toute manière devant un tribunal ne tiendront pas. Mais sachez que par contre, là, je l'ai marqué, un gros client ou petit client, peu importe, peut vous demander à vous, sous-traitant, de vous charger de notifier les violations de données à la CNIL, le cas échéant. À titre d'information, en tant que responsable de traitement, ils ont 72 heures pour le faire, à partir de la connaissance. Donc des informations que l'on a aujourd'hui, on en a encore, hein, j'ai vu une société d'intérim, il y a eu 40 000 données qui ont été volées, sauf que ces 40 000 données, elles ont peut-être été volées il y a 6 mois, mais ils en ont peut-être eu connaissance que maintenant. Donc ça, il faut faire très très attention. Et donc ça, votre client peut vous imposer de faire vous-même la notification à la CNIL, qui est notre autorité de contrôle. Pareil pour les demandes d'exercice des droits des personnes. Sachez que là, c'est pas une question de « je suis le gros, je vais vous imposer ça », c'est la loi qui le permet. Attention aussi, et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux écrits que vous avez avec vos clients. Je suis hors délai déjà, ouais, je le savais. Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Et puis ok, pas de souci. Désolée. Et donc oui, il faut vraiment faire attention à ce que vous mettez dans vos contrats avec vos clients et dans la réalité des faits, parce que vous pouvez très bien être qualifié de responsable conjoint de traitement si vous outrepassez votre mandat. Typiquement, il y a eu, je vous le dis parce que c'est public, Darty s'est fait condamner il y a quelques mois par la CNIL. Il avait un service après-vente, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de sociétés, où les personnes qui voulaient se mettre en contact avec le service après-vente devaient le faire par Internet. Il avait sous-traité ça, délégué ça à son sous-traitant. Il y a eu un cahier des charges, etc. Son sous-traitant a développé ce qu'il fallait développer. Et il y a eu un contrôle parce qu'il y a, je crois, plus de 10 000 données qui ont été volées, je crois. Et Darty, en fait, a dit à la CNIL, mais c'est pas de ma responsabilité. Moi, j'ai un sous-traitant, je lui ai donné un cahier des charges, il a développé, donc c'est lui qu'il faut aller voir. Et la CNIL a dit, non, vous avez un sous-traitant, effectivement, il y a un cahier des charges, il est allé au-delà, parce que ce sous-traitant, en fait, avait développé des fonctionnalités autres. Donc, qui dit fonctionnalité autre, peut dire un autre traitement. Et donc, c'est aussi de votre responsabilité, parce que c'est vous qui avez choisi ce sous-traitant. Donc, je vous le dis aussi, parce que, au-delà de votre relation avec votre client, vous allez choisir peut-être d'autres sous-traitants, vous êtes responsable de ces sous-traitants. Donc c'est à vous, c'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur de demander les avenants, etc. Vous avez le droit de faire des audits, comme votre client a le droit de faire des audits auprès de votre société, de vos agences, etc. Donc n'hésitez pas, parce que c'est de votre responsabilité. Dernier point aussi, là je ne vais pas revenir sur tout ça, mais quand vous signez un contrat avec votre client et que vous êtes sous-traitant et que vous voulez choisir un autre sous-traitant, vous êtes responsable de lui vis-à-vis de votre client. C'est-à-dire que si ce sous-traitant ne respecte pas la loi, a des problèmes de sécurité, etc., vous êtes aussi responsable que lui. Donc ça, il faut faire très attention et faire attention au contrat que vous rédigez et que vous signez. Vérifiez les outils, donc notamment la Google Analytics ou autres. Vérifiez les outils. Alors, je sais bien, vous allez dire à Google, vous n'êtes pas conforme. Google, il dit, passez-vous de moi. Donc, je comprends bien la chose. Il faut voir aussi, bon, on sait très bien que c'est la toute-puissance dans son domaine, mais il y a d'autres outils qui se développent, etc. Bon, on verra après avec le RGPD comment Google, au fur et à mesure, va être obligé de toute manière de se mettre en conformité, qu'il le veuille ou non. Mais voilà, il faut que vous vérifiez aussi bien les outils que vous développez vous, le cas échéant, et les outils auxquels vous faites appel, qui soient en conformité avec le RGPD.
Alors exemple, j'ai pris Google Analytics parce que voilà, j'ai pris 2 exemples. Hein. Je vous ai pas fait tous les points sur les conditions d'utilisation de Google Analytics. Il y a des choses à dire, mais voilà. Par exemple, typiquement la durée de conservation. Donc j'ai pris l'exemple, puisqu'on est dans le cadre du marketing, des cookies qui permettent de tracer les gens, des adresses IP, etc. Vous devez sans doute le savoir. Normalement, un cookie a des fins publicitaires. Vous devez avoir le consentement de la personne. Je dis bien vous devez. Et ce consentement est conservé 13 mois. Et au bout de 13 mois, il faut demander un nouveau consentement. Un visiteur, enfin un prospect qui ne vient plus sur votre site, qui ne répond plus à vos newsletters pendant 3 ans, il faut qu'il soit supprimé ou mis dans une liste d'opposition. Donc ça, c'est des durées qui sont fixées. Quand on va sur Google Analytics et qu'on cherche des durées de conservation, vous les voyez, je les ai retranscrites, normalement c'est 13 mois. Bon, Google nous met 14. Après, donc c'est 36 mois, Google nous met 38. Bon, après 26, etc., c'est pour d'autres choses. Et aucune expiration automatique. Sauf que le RGPD parle de ce qu'on appelle donc le Privacy by Design et le Privacy by Default. C'est-à-dire que quand on va développer un outil, par exemple, ou mettre en place un nouveau traitement, il faut dès le départ penser à données personnelles, comment je les protège au maximum, et comment je fais pour respecter la loi. Donc, c'est-à-dire que je vais faire un outil qui va être utilisé par des clients, eh bien, il faut que cet outil soit conforme au RGPD. Donc, par exemple, il faut que j'assure la sécurité, donc je vais mettre en place des mots de passe. Ça, c'est la base, bien entendu. Je permets à mes clients, justement, d'effacer les données de la base active et que ce soit automatique. Et là, on voit bien, dans les choix que vous avez auprès de Google Analytics, que ce n'est pas du tout conforme au RGPD. Alors, l'anonymisation de l'adresse IP. Pourquoi j'aimais vous en être certain? Parce que c'est normal, dans l'inconscient de tout le monde, quand on dit anonymisation, ça veut dire que, comme son nom l'indique, que c'est anonyme et qu'on ne peut pas réidentifier la personne, on est à l'abri. Google Analytics vous propose donc d'anonymiser l'adresse IP en supprimant le dernier octet. Vous n'avez pas d'autre choix. Sauf que ce soit le G29 qui regroupe donc les 29 à l'époque, hein, puisque maintenant on pourrait être un peu moins, quoique le Royaume-Uni va quand même respecter le RGPD. Normalement, je crois que... Jusqu'au 20 mars. Non, même après, ils savent bien qu'ils n'ont pas forcément le choix, même après. Je crois qu'ils sont un peu plus en avance que nous d'ailleurs, mais bon bref. Le rappel du principe de l'anonymisation, d'un point de vue du RGPD, c'est le fait de ne pas pouvoir réidentifier ou identifier une personne. Pour savoir si on peut le faire ou non, il faut regarder tous les moyens qu'on a à notre disposition, que ce soit nous ou un tiers. Je ne vais pas vous l'apprendre, vous êtes mieux placé que moi. Les moyens que vous avez pour réidentifier une personne, ils sont quand même assez importants. Il y a de plus en plus de volume de données sur Internet qui font que même si l'adresse IP, on va dire, est anonymisée, on n'est pas à un octet, on supprime les 2 octets, on sait très bien que par rapport aux habitudes d'une certaine personne, dont vous n'avez pas le nom, etc., vous allez savoir par exemple que tous les jours, elle va sur tel site d'information, que tous les mercredis, elle commande tel repas dans tel restaurant, qu'elle va souvent au cinéma de tel endroit, et ainsi de suite. Vous pouvez recouper pour arriver quand même à identifier une personne. Donc c'est ça en fait qu'il faut se poser comme question. Est-ce que réellement c'est anonyme ou pas par rapport à tous les autres moyens que j'ai à ma disposition? Donc ça c'est la première des choses. Et surtout le G29 et la CNIL avaient recommandé de supprimer les 2 derniers octets. Donc là aussi on voit bien que Google n'est pas conforme, en tout cas en France, à cette notion de suppression d'octets pour rendre anonyme l'adresse IP. Parce qu'un octet, c'est pas assez. C'est pas assez pour 2 raisons. Si l'adresse IP n'est pas considérée comme anonyme, ça veut dire qu'il faut, outre informer les personnes, il faut obtenir le consentement. Donc ça change la donne. Et ça, c'est très important. D'autre part, le fait de dire voilà, c'est anonyme, comme je vous le dis, on a l'impression qu'on ne peut pas être identifié, alors qu'en fait, si. Donc il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qui est indiqué dans les conditions d'utilisation de Google. Et encore une chose aussi, Google, vous le savez, mais comme d'autres gros, on n'a pas le choix en fait. On vous donne des conditions d'utilisation, il n'y a pas de négociation possible, c'est comme ça et pas autrement, quoi. Et comme ils sont en position de force, ils en profitent. Sachant que, par rapport on en parlait tout à l'heure, les sanctions quand même, qui sont 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel de l'exercice précédent, mondial,
Ça fait pas rire Google quand même. On a l'impression que Google, Facebook, etc. se disaient oui, bon, c'est pas très important. Là, c'est des chiffres assez impressionnants. Il y a quelques années, c'était Google qui s'était fait condamner à 150 000 €, donc ça faisait rire parce que pour Google, c'est rien, mais c'est simplement parce qu'on n'avait pas les outils en France pour le condamner à plus. Donc là, maintenant, ça a augmenté, et donc là, ils rigolent beaucoup. Là, rapidement, mais du coup, vous les aurez dans le slide, sur les cookies, en fait, parce que c'est... on verra après dans l'e-privacy, même s'il n'y a pas que sur les cookies. Si on a le temps. Oui, je me dépêche. Bon, je ne parle pas, enfin bref. Les cookies, sachez qu'il y a des informations à donner, très claires, et la plupart du temps, sauf si ce sont des cookies techniques, là vous n'avez pas besoin du consentement, mais tout ce qui est hors dehors du cookie technique, il faut le consentement. Et sachant que ça ne s'applique pas qu'aux cookies de données personnelles, hein, bien entendu. Rapidement, juste cet arrêt du Conseil d'État qui est assez récent, il vous dit quoi? Votre client qui est éditeur de site, il est forcément responsable de traitement pour les cookies qu'il dépose. Vous, si vous êtes chargé d'analyser, de lire ces cookies, vous êtes un sous-traitant et donc votre client reste responsable de traitement. Mais s'il autorise, comme avec Google Analytics, la possibilité par des tiers de déposer des cookies qui vont être analysés par ces tiers-là, il est responsable de traitement, alors même qu'il n'a aucun contrôle et aucun moyen de vérifier quelles sont les réelles finalités d'utilisation de ces cookies déposés par d'autres sociétés. Mais il est responsable. Donc ça, il faut y faire attention. C'est-à-dire qu'avec vos clients, dans les relations que vous avez, si c'est le cas, il faut, si vous savez, parce que on a même moi je vois dans mon domaine, j'ai des clients, quand je leur demande mais quel type de cookies vous avez, ils n'en savent rien du tout. Ils ont pourtant une société qui s'occupe de ça, une agence qui s'occupe de ça, mais alors vraiment c'est des choses qu'ils ne comprennent pas et ils ne savent pas. Donc c'est à vous aussi en tant que professionnel de les informer et de leur dire attention, il y a des cookies tiers, vous êtes d'accord, pas d'accord, s'il est d'accord, ok, et s'il n'est pas d'accord, il faut faire respecter ça aussi. C'est ça le gros problème, parce qu'avec Google, je ne vois pas comment on peut le faire respecter. Ouais. Du coup, peut-être, si on n'a pas temps pour un débat, Ouais. une des questions qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, on va sur un site web, on a un bandeau de consentement qui est en fin de compte, qui est largement insuffisant par rapport à ce qu'on devrait, parce que normalement, tu devrais avoir une indication de consentement par type d'usage de la donnée. Alors qu'aujourd'hui, on a un truc vraiment, c'est j'accepte et hop, tu me saoule, le bouton est là, je clique et je passe. Exactement. Est-ce que tu penses que c'est plus un problème on a un manque de juristes fondamentalement, ou est-ce qu'on nous fournit en tant que marketeur, on nous fournit des solutions qui ne sont pas adaptées ou qui sont vraiment genre orienté pour les US et nous on en écope en Europe? Est-ce qu'il nous manque quelque chose là-dessus? Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris les conséquences de ces bandeaux qui ne sont pas conformes déjà. Et en tout cas, moi, je vois pour les clients, mes clients que j'ai, c'est souvent leur webmaster, etc., qui leur vendent la solution clé en main, qui leur mettent le bandeau, point barre. Et ils ne vont pas chercher plus loin. Souvent même, ils vont renvoyer vers la CNIL. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose dont ils ont conscience, en fait. Donc je pense que c'est ça. Et effectivement aussi, les juristes, ils vont pas avoir voilà, des avocats, hein, ou même de prendre attache avec la CNIL, tout simplement. Pourtant, la CNIL, elle a des recommandations, c'est quand même assez bien expliqué, elle donne des petits exemples de bandeaux, etc. Mais effectivement, là, je le vois, je ne vais pas m'étendre, mais vous avez des exemples d'arrêt, en fait. Il n'y a pas longtemps, vous avez peut-être entendu parler, et la CNIL s'en est pas cachée, elle dit, on publie ça, on le fait savoir pour que les gens comprennent qu'on est là. C'est 3 sociétés pour des systèmes, notamment de géolocalisation, sur la publicité ciblée, tout simplement. Et pourtant, certaines de ces sociétés avaient développé des CMP, etc. Mais à chaque fois, on se rendait compte que soit l'information n'était pas claire du tout, soit le consentement il intervenait une fois que les cookies étaient installés, donc c'est au préalable, hein, c'est pas après. Qu'est-ce qui avait durée de conservation? Bon, ça, il n'y en avait pas. Le fait de dire simplement, on a des partenaires qui, sans donner le nom et le moyen de s'opposer auprès de ces partenaires, c'est pas conforme. Et comme tu le disais, le fait de dire j'accepte ou je refuse en bloc, ça c'est pas possible. On peut le faire par catégorie de finalité. Si les finalités ont plus ou moins le même objet, c'est d'accord. Mais sinon, non. Et donc, je pense aussi que la CNIL va commencer un peu à taper sur les sites qui, moi, m'énervent. Je pense que je suis pas la seule. Alors, je suis désolée s'il y en a qui ont fait ça. J'ai des clients qui l'ont fait, donc, mais bon. Vous arrivez sur la page et vous n'avez pas un bandeau en haut ou en bas, vous l'avez en plein milieu. Et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on est obligé. C'est soit ça nous saoule, et dans ce cas-là, on va voir ailleurs, ou soit on est obligé d'accepter. Et ça, non, parce que la CNIL dit bien, le consentement, il doit être libre. Et là, le consentement, il n'est pas libre. En gros, on fait comprendre que soit tu cliques oui,
soit tu ne peux pas aller voir mon site, alors que ça, c'est interdit. Et même au-delà de ça, et on en verra encore une couche avec e-privacy dans pas longtemps, C'est ce que j'allais dire, il faut que le consentement du coup soit non intrusif. Tu ne peux pas du coup bloquer l'accès à une ressource, le rendre conditionné au consentement. Alors ce que font tous les médias américains qui ne savent pas comment gérer le RGPD, ils disent « Ah, vous êtes en Europe, allez, au revoir ». Et bon, oui, ils s'en défendent parce qu'ils peuvent. Moi, j'ai une question qui peut-être, je ne sais pas si les gens l'ont posée sur Slido, mais est-ce que, par exemple, on va avoir des situations où, parce que le commun des mortels n'est pas capable de savoir, et je suis désolé, hein, n'importe qui, monsieur tout le monde, ne sait pas qu'il y a une violation de ses données privées. Complètement. Donc, est-ce qu'on ne va pas arriver dans un système d'américanisation de la justice où c'est des gens qui savent qui vont en faire un cœur de métier de poser de faire des demandes, des notifications, ou est-ce qu'on va avoir par exemple des choses comme je posais comme question, est-ce que des gens qui vont gérer des noms de domaine par pays vont se retrouver obligés par l'organisme local type CNIL de dire tiens voilà les sites web et c'est l'organisme en question qui fait un audit. Est-ce que du coup, c'est pas quelque chose vers quoi on tend, ou est-ce que c'est vraiment irréalisable? Enfin, je pense que c'est irréalisable, mais on n'a pas d'autres moyens. Il y a vraiment un déconnect entre le légal et la faisabilité. Exactement. Si, moi je pense qu'effectivement, ça c'est possible, puisque la CNIL peut être saisie par un de vos clients, par un de vos concurrents, par un de vos anciens salariés, pour notamment l'aider dans le cadre peut-être d'un procès. Bon bref, et du coup c'est la CNIL effectivement qui va venir et qui va faire des contrôles. Sachez aussi que la CNIL, par exemple, si vous avez un site ou une application, elle peut faire un contrôle sans que vous en soyez informé. Donc elle va faire des constats, elle a le droit de le faire, des constats d'huissier, et après elle va vous mettre en demeure. Et là vous ne pourrez pas dire non, c'est pas vrai, etc. Donc ça il faut y faire très très attention. Mais effectivement, c'est pour ça qu'ils embauchent, parce que là ils vont y aller. Donc là ils tapent sur des gros et des petits aussi, hein. Moi je connais un notaire dans le Vaucluse, dans une petite ville, tout seul, il s'est fait contrôler par la CNIL, hein. Donc ça a été jusqu'à vous devez mettre des portes, des placards fermés à clé. C'est vraiment ils vont vraiment tout vérifier, ça dure plusieurs jours, etc. Donc sachez que personne n'est à l'abri et que ça va être de plus en plus le cas, hein. Alors, je sais qu'on est déjà en janvier et que le 25 décembre est déjà passé, mais est-ce que le Père Noël a raison de s'inquiéter avec sa liste d'enfants qui ont été sages au passage? Est-ce que le Père Noël a raison de s'inquiéter pour les enfants sages au passage avec toutes les listes qu'il a? Non, je rigole. Est-ce que j'avais un point qui est intéressant. On a des DPO qui sont nommés pour des collectivités locales. Oui. Est-ce que ça veut dire que par extension, l'État peut être rendu légalement responsable? Complètement. Après, je sais que l'État forcément n'est pas conforme. On le sait très bien. Je ne vais pas dire que c'est un des pires, quand même, mais il n'est pas du tout conforme. Il y a des choses où je pense que certaines personnes, de par leur fonction, pensent qu'ils sont carrément au-dessus, que justement leur responsabilité ne pourra pas être mise en jeu, mais bien sûr que oui. Faut savoir que, par exemple, les fichiers d'immatriculation, donc quand dans les fichiers d'immatriculation, on sait où vous habitez, qui vous êtes, etc., il y a sur votre foyer fiscal, combien vous êtes dans la famille, etc., il faut le savoir. Ils sont loués à des sociétés 100 €. Voilà. Est-ce que vous avez donné votre consentement pour? Est-ce que vous le saviez? Non. Et ça, j'ai une consoeur qui a été discutée parce qu'elle avait un de ses clients qui voulait développer une application, etc. Bref, qui voulait le faire dans la conformité. Et la personne qu'elle a eue au ministère compétent lui a dit non, c'est rien ça. En gros, on s'en fout. Ah bon, bah ok. Voilà. Donc oui, sa responsabilité peut être mise en jeu, c'est clair. Il y avait une question, je crois qu'elle a été effacée entre-temps. Est-ce qu'on va gérer un droit à l'erreur? Est-ce qu'on va gérer la bonne volonté comme une responsabilité de moyens, de mise en conformité? Est-ce qu'on va dire, ok, dans quelle mesure est-ce qu'on va faire être plus clément pour une erreur humaine ou un... Alors, c'est dans le RGPD de toute manière, c'est bien indiqué, je crois, dans un des considérants, que bien entendu, on ne va pas demander les mêmes moyens d'une société type Google, Facebook à une petite start-up. Ça, bien entendu. En revanche, ce qu'on va regarder, c'est quels sont les types de données que vous traitez. Si vous traitez des données de santé, là, on va être beaucoup plus dur avec vous. Si vous traitez des données standards, on va l'être moins. Mais on va regarder effectivement quels sont les moyens qui existent sur le marché. Et si vous ne les mettez pas en place alors que ce sont des moyens usuels, on va dire, pas onéreux, je vais y arriver, là oui, votre responsabilité pourra être mise en cause. Aujourd'hui, le droit à l'erreur, il peut être pris en compte, mais ça dépend de quelle erreur. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit dans le RGPD tout à l'heure, il y a des grands principes, et les grands principes, ils existaient déjà avant. Donc vous ne pouvez pas dire « je ne le savais pas ». Non, ils existaient déjà avant. Là, on les rappelle un peu plus, mais donc là, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Hop.
Je crois qu'on est bon en régie, Ouais. on est bon au niveau temps, je crois. Une question du Ouais, public. j'ai pas pu. Ouais. Sur l'e-privacy peut-être, je sais pas, comme tu veux. Bonjour. Ouais. Bonjour. Ça fait 1 an que je suis à fond sur la RGPD. En fait, je pense qu'on est tous très concernés parce que ça touche les statistiques. On utilise tous Google Analytics, enfin presque tous, parce que forcément il y a Google AdWords derrière. Je suis sur un gros site qui fait 40% de taux de rebond. On me dit, attention, il ne faut pas poser le cookie si tu n'as pas le consentement. Donc du coup, j'ai 40% de trafic en moins du jour au lendemain. On essaie de mettre une pop-up avec acceptation. En revanche, derrière, l'internaute peut modifier. C'est-à-dire dire non, je veux plus que vous stockiez mes cookies, etc. Est-ce que ça peut passer ou pas? C'est-à-dire que Parce que vous avez dit que la pop-up qui oblige d'accepter, c'est interdit, etc. Mais dans le sens où derrière, l'internaute peut supprimer le cookie et arrêter de se faire tracer, est-ce que le site est sanctionnable? alors, aujourd'hui, et ça va être encore plus le cas, on en parlait avec l'e-privacy, aujourd'hui, ça reste le consentement. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous lui dites on va installer cookie publicitaire, mais sachez que vous pouvez le retirer quand vous voulez. Non. Il faut qu'il dise je suis OK, et en plus que vous lui disiez, vous pouvez le retirer quand vous voulez. Voilà comment ça se passe, c'est très simple. D'accord. Autre question. C'est un truc très bête, hein. Oui, mais bon. On voit que Analytics s'arrête à 13 mois. Et 14, c'est ça? Oui, 14, et la CNIL dit qu'il faut que ce soit 13 mois. Et autre chose, c'était quoi l'autre point déjà? J'ai un trou. Enfin, bref, il y a 2 points, celui-ci et l'autre. Sur la durée, les 3 ans, c'est ça? Non, Non, c'est... et l'anonymisation de l'adresse IP? l'anonymisation, voilà. Ouais. La CNIL dit qu'il faut 2 octets, alors que Google, il y a une fonction qui ne fait qu'à 1 octet. Est-ce que ça ne serait pas plutôt la CNIL qui veut chercher des noises à Google? Je me fais l'avocat du diable, mais ça paraît bizarre que, comme par hasard, les deux soient incompatibles Google. Alors voilà, c'est ma question. Prendre le point tant que j'y suis, il y a très peu de pays en Europe, en fin de compte, au regard du RGPD, qui demandent à avoir une anonymisation au-delà du niveau de la ville. Et quand bien même, il faut bien comprendre que ce que vous avez au niveau de la ville, dans Analytics ou dans d'autres, c'est justement un couplage de coordonnées GPS par rapport à une plage d'adresse IP qui est déclarée par le FAI. Donc même comme ça, vous n'avez pas forcément une assurance que la personne est fondamentalement là où elle est dans les rapports. Moi, par exemple, j'habite à Montélimar, mais 1 fois sur 2, je suis localisé à Clermont-Ferrand parce que c'est là que mon centre ADSL se trouve. Donc c'est... Mais disons que l'idée, c'est que... Mais le portable, c'est pareil. Le portable, il est rattaché à un réseau mobile. Après, la géoloc devrait pouvoir être techniquement faisable. C'est pas, moi, en tant que partenaire certifié Google, j'ai fait plusieurs fois la demande. Vous avez une fonction à mettre qui dirait, au lieu d'avoir un seul octet, vous mettez spécifié 2 ou 3 et tout le monde est content. Mais c'est quelque chose qu'ils n'ont pas encore fait. Je crois qu'il faut qu'on rende l'antenne. Ouais.